Je m'appelle Yasmine Al-Mahdi, et c'est sans aucun doute l'histoire la plus douloureuse et la plus honteuse que j'ai jamais osé raconter. Une histoire qui a commencé comme un cauchemar, s'est développée comme un scandale, et s'est terminée par un malentendu si grand qu'il a failli détruire non seulement ma réputation, mais aussi ma foi, ma dignité et mon cœur. Ce n'est pas facile d'en parler. Parfois, j'aimerais pouvoir l'effacer de ma mémoire. Mais il y a des cicatrices qui, bien qu'invisibles, continuent de faire mal comme au premier jour. Tout a commencé dans un petit village tranquille de la province de Buenos Aires, un endroit où le temps semblait passer plus lentement et où les commérages voyageaient plus vite que le vent. C'est là que ma famille, d'origine syrienne, s'était installée des décennies auparavant. Nous étions des musulmans pratiquants, respectueux de nos traditions et coutumes, mais nous savions aussi coexister avec ceux qui ne partagèrent pas notre foi. Nous vivions dans une sorte d'équilibre silencieux, avec nos voisins, qui portaient des noms aussi argentins qu'attachants, Eleuterio, Eulogia, Anacleto, mais aucun n'était aussi particulier, aussi intrigant, aussi inoubliable que l'homme qui a fini par croiser mon chemin, Eustochio. Eustochio était une figure impossible à ignorer. Grand, aux épaules larges, la peau bronzée par le soleil des champs, et avec des yeux verts si intenses qu'ils semblaient percer l'âme. Et ce sourire qui pouvait faire fondre même la volonté la plus ferme. Je l'ai rencontré un après-midi à la foire du village, un endroit d'arômes, de rires et de couleurs, où les voisins vendèrent sur leurs produits faits maison. Il tenait un stand de fromages artisanaux. Moi, comme chaque week-end, j'aidais ma mère à vendre les douceurs arabes que nous préparions avec tant de soin. Dès le premier instant où nos regards se sont croisés, j'ai su que quelque chose s'était activé en moi. Une étincelle, une curiosité, une attirance que je ne savais pas comment gérer. Il n'était pas comme les autres. Il n'était pas musulman, ne partageait pas nos croyances, ni nos codes. Et cela le rendait encore plus dangereux. Dans ma famille, un homme comme lui était tout simplement inacceptable. Un kafir, un non-croyant. Mais le cœur est têtu, et il se moque du Coran, des règles, des risques. Je me souviens parfaitement du jour où il s'est approché de notre stand. Il faisait chaud, le soleil brillait sans pitié, et l'air sentait le pain fait maison, les épices, la campagne. Eustochio n'était pas venu pour les douceurs, je l'ai su dès que je l'ai vu. Ses yeux étaient fixés sur moi, avec une intensité qui m'a coupé le souffle, même pendant que ma mère, Zulema, lui expliquait patiemment combien coûtaient les mahamouls aux dattes. « Et toi, Yasmine, tu ne goûtes pas à mes fromages ?» me dit-il soudain, d'une voix grave et chaleureuse, qui me fit frissonner. « Je ne mange que de la nourriture halal, » répondis-je en baissant les yeux timidement, sentant le rouge me monter au cou. Il a laissé échapper un rire bref, mais sincère. Un rire qui semblait se moquer du monde. « Eh bien, un jour je devrais me convertir alors. » Il l'a dit comme une blague. Mais ces mots se sont plantés en moi comme une promesse impossible. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas si c'était de l'amour, du désir, de la confusion ou de la rébellion. Mais il me plaisait plus que je n'étais prête à l'admettre, même à moi-même. Nous avons commencé à nous voir en cachette. Au début, nous ne faisions que croiser nos regards à la foire. Puis, il s'est mis à me laisser de petits mots, cachés parmi les douceurs quand il m'aidait à porter les boîtes. Et enfin, un vendredi soir, alors que tous les hommes étaient réunis pour la prière à la mosquée, il m'a attendu derrière le bâtiment, entre les arbres. C'est là que nous nous sommes embrassés pour la première fois.
Ce fut un baiser rapide, nerveux, chargé de peur. La peur d'être découvert, la peur de l'interdit. Mais c'était aussi doux et sincère. Chaque rencontre avec lui était un acte de défi, un souffle au milieu de l'asphyxie de ma double vie. « Si ton père l'apprend, il me tue », disait Eustachio à voix basse, comme s'il ne voulait pas que même le vent l'entende. Et il avait raison. Mon père, Hannibal, était un homme ferme, de caractère fort et de convictions inébranlables. Pour lui, l'honneur de la famille était directement lié à la conduite de ses filles. Un mot mal placé, un faux pas, et la honte s'abattrait comme une tempête sur nous tous. S'il découvrait ce qui se passait entre Eustachio et moi, il n'y aurait pas de pardon. Il m'enfermerait. Ou, pire encore, il me renverrait en Syrie, vers un avenir que je n'avais pas choisi. Mais, comme on dit, l'amour est aveugle. Et dans mon cas, il a aussi été idiot. Très idiot. Avant de continuer, si tu veux découvrir plus d'histoires de bouleversantes, pleines d'émotions, de décisions difficiles et de moments qui ont changé des vies, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque histoire est un morceau de l'âme de quelqu'un. Et toi, tu peux faire partie de ce voyage. Like cette vidéo si elle t'accroche et laisse-nous dans les commentaires ce que tu en penses jusqu'à présent. Maintenant, oui, revenons à cette histoire qui, même si elle semble être une fiction, est totalement réelle. Par une nuit tiède de janvier, alors que les cigales chantaient plus fort que nos consciences, Eustachio m'a convaincu de l'accompagner à la sortie du village. Il disait qu'il voulait être avec moi, sans avoir à regarder par-dessus son épaule, sans se cacher entre les arbres ou surveiller les ombres de la mosquée. Il m'a emmené dans un vieux hangar abandonné, un endroit qui avait autrefois fait partie d'un domaine et qui maintenant n'abritait plus que des échos du passé. En entrant, j'ai remarqué qu'il avait pris le temps de préparer quelque chose de spécial. Des bougies allumées projetaient des reflets chauds sur les murs sales. Un matelas fin reposait sur le sol en ciment, et à côté, une bouteille de vin rouge à moitié ouverte. Je n'avais jamais bu d'alcool, pas une goutte. Mais ce soir-là, la curiosité a vaincu la tradition. Quand la première gorgée m'a brûlé la gorge, j'ai ressenti un mélange de culpabilité et de liberté qui m'a fait vaciller émotionnellement. J'ai ri, j'ai un peu pleuré. Je me suis laissée aller. On ne devrait pas faire ça. Et je chuchotais, alors qu'il s'approchait à pas lents, presque révérencieux. Ses mains ont trouvé les miennes, puis ma taille, avec une douceur qui contrastait avec la tension dans ma poitrine. « Mais tu le veux, non ?» murmura-t-il contre mon cou, avec cette voix grave que je connaissais si bien. Et oui, je le voulais. À ce moment-là, dans cet endroit, je le désirais avec une intensité qui dépassait la peur, la religion, le devoir. Mon corps tremblait, non seulement à cause de ce qui allait se passer, mais parce que je savais qu'il n'y avait déjà plus de retour en arrière. Ce fut ma première fois. Quelque chose que j'avais toujours imaginé, entouré de rituels, de respect et d'un amour pur. Et même s'il y avait de la tendresse dans ses caresses, la vérité, c'est que cette nuit-là a tout changé. Elle m'a arraché mon innocence, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Je suis sortie de ce hangar avec l'âme bouleversée. Je ne savais pas si je me sentais femme ou simplement une version brisée de la petite fille que j'avais été. Les jours passèrent, puis les semaines, et mon corps commença à changer. Au début, ce furent de petits signes, des étourdissements en me levant, un dégoût soudain pour les fortes odeurs, un retard que je ne pouvais pas ignorer. L'angoisse grandissait dans ma poitrine, comme une tumeur. Je ne pouvais pas parler à ma mère. Je ne pouvais parler à personne.
Finalement, vaincue par la panique, je suis allée voir Eulogia, la sage-femme du village. Une femme endurcie par les années, à la voix râpeuse et au regard sage. Elle avait mis au monde des dizaines d'enfants et connaissait le corps féminin mieux que n'importe quel médecin. Elle m'a examinée avec des mains fermes. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de minutes. « Tu es enceinte », dit-elle avec une froideur qui trancha l'air comme une lame. Le monde s'est effondré sur moi. J'ai senti que le sol disparaissait sous mes pieds. Le sang a quitté mon visage. Comment allais-je expliquer cela? Comment allais-je dire à mon père, à ma mère, à mes frères que j'avais perdu ma virginité? Avec un homme qui ne partageait même pas notre foi? Comment les regarder dans les yeux? Mais le pire restait à venir. Une semaine plus tard, les rumeurs commencèrent à circuler comme des serpents venimeux. Quelqu'un, peut-être un voisin, peut-être un cousin, avait vu Eustochio et moi ensemble à plusieurs reprises. Les mots sont arrivés aux oreilles de mon père comme des flèches enflammées. Un après-midi, il m'a enfermée dans la cuisine et m'a crié dessus, les yeux exorbités, exigeant la vérité. Et dans cet instant de terreur, de désespoir, de ne pas savoir comment affronter la honte, j'ai lâché un mensonge absurde. Un mensonge qui marquerait mon destin. Ce n'était pas un homme. Et je criais en larmes, hystérique, en tremblant. C'était le chien. Oui, je l'ai dit. Ce fut une réaction irrationnelle, née de la panique. Dans mon esprit bouleversé, j'ai pensé que dire que je m'étais donnée à un chrétien serait pire que d'inventer une fantaisie grotesque. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Mon père a pâli. Son visage, marqué par les années et la prière, est devenu gris. Ma mère, qui écoutait depuis le couloir, a poussé un gémissement et s'est évanouie sur le coup. Et, comme dans tous les petits villages, la rumeur s'est propagée plus vite que le feu. La fille des Almardi est tombée enceinte d'un chien. Les regards me brûlaient. Les femmes traversèrent la rue pour éviter mon passage. Les enfants riaient dans mon dos. L'imam de la mosquée m'a refusé l'entrée, disant que j'avais apporté la honte sur notre communauté. Et pourtant, au milieu du chaos, Eustochio ne s'est pas tu. Une nuit, il a fait irruption chez nous, sans prévenir, comme un ouragan. Son visage était tuméfié, ses vêtements sales. Mais ses yeux brûlaient de fureur et de conviction. « Ce bébé est à moi !» a-t-il crié face à mon père, la mâchoire tendue et la poitrine gonflée. « Pas à un chien. C'est le mien. Il y a eu des cris. Mon père l'a violemment repoussé. Il l'a frappé. Ma mère pleurait sans fin, à genoux, invoquant Allah. Mon père tenait un couteau de cuisine à la main, la lame brillant sous la lampe. « Tu as déshonoré notre maison !» rugissait-il en arabe. Mais Eustochio ne reculait pas. Il saignait, oui, mais ne bougeait pas. Je l'aime, et je vais m'occuper de cet enfant. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte s'est ouverte. Et là, comme une apparition d'un autre monde, Anacleto, le vieux berger, avec son inséparable chien sultan. Un matin imposant, au pelage doré et à l'allure presque humaine. Anacleto s'avance lentement, une enveloppe froissée à la main. Sa voix, habituellement enjouée, tremblait à présent. « Je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Il sortit de l'enveloppe un morceau de papier malmené. Un rapport vétérinaire. Il y a 2 mois, j'ai emmené Sultan à la clinique. Il se comportait bizarrement, plus humain. Ils ont fait des tests. Ils l'ont examiné de fond en comble. Le silence s'épaissit, comme si nous retenions tous notre souffle. « Qu'ont-ils trouvé ?» demanda mon père, confus, le couteau toujours à la main.
Anacleto déglutit. Il regarda Sultan, puis nous. Sultan n'est pas un chien normal. C'est un hybride. Un peu chien, un peu humain. Il a été créé dans un laboratoire clandestin, lors d'une expérience génétique qui a mal tourné. La pièce s'est figée. J'ai porté mes mains à ma bouche, tremblant. Eustochio a froncé les sourcils. Ma mère s'est évanouie pour la 2e fois. Et mon père a laissé tomber le couteau. Le claquement métallique a résonné comme une cloche d'enterrement. Le tumulte ne fait que commencer. Es-tu en train de dire que ce maudit animal peut... balbutia mon père, la voix fêlée, incapable de terminer sa phrase. Anacleto hocha lentement la tête, comme si chaque mouvement pesait des tonnes. Et selon ce rapport, Sultan était en chaleur exactement la même nuit que Yasmine prétend que... Eh bien, vous comprenez. Le silence qui suivit était si épais qu'on pouvait le sentir vibrer dans l'air. Les bougies vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs, comme si les démons eux-mêmes écoutaient. Eustochio blêmit. « C'est de la folie. J'étais avec elle cette nuit-là. C'était avec moi, pas avec un animal. » Mais à cet instant, comme s'il répondait à un appel ancestral, Sultan releva la tête. Il s'avança lentement vers moi, ses pattes faisant à peine un bruit sur le sol. Il a humé l'air avec une précision quasi chirurgicale et puis, ses yeux d'un jaune phosphorescent se sont plantés dans mon ventre comme s'il savait exactement ce qui y poussait. Et l'impossible s'est produit. « Yasmine » a-t-il chuchoté d'une voix rauque, presque humaine, comme si ses cordes vocales avaient été tissées de cendres et de fumée. Nous avons tous crié. Ma mère s'est effondrée comme un sac de farine, s'évanouissant une fois de plus. Mon père, qui avait déjà vu plus qu'il ne pouvait supporter, tomba à genoux, marmonnant des prières en arabe à toute vitesse, des larmes coulant sur ses joues. Eustochio recula jusqu'à tomber sur une chaise, le visage décomposé par la terreur. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps tremblait, gelé. Mes jambes étaient 2 colonnes de sable. « Ce n'est pas possible !» criai-je, sentant la réalité fondre dans mon esprit, comme du papier mouillé. Sultan s'approcha d'un pas, les pupilles dilatées, le museau humide. Et puis, je l'ai senti. Une douleur aiguë, indescriptible, me déchira le ventre comme si quelque chose en moi se rebellait contre le monde. Quelque chose bouge! J'ai haleté, portant mes 2 mains à mon abdomen. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» rugit Eustochio désespéré. Mais il était trop tard. L'accouchement a commencé à ce moment-là. Au milieu de la poussière du sol, des bougies tremblantes et des cris de ma famille. Ma poche des os s'est rompue avec un jet chaud qui a éclaboussé les pieds de ma mère encore évanouie. Mon corps, comme possédé par une force primitive, a agi par instinct. Les contractions m'ont secoué, comme des vagues sauvages. Eulogia, la sage-femme, est apparue au milieu des cris, appelée par quelqu'un, ou peut-être invoquée par le destin lui-même. Elle s'est agenouillée entre mes jambes, trempée de sueur, et a commencé à guider l'accouchement avec des mains expertes. « Pousse, Yasmine! Allez, ma fille, pousse !» Et c'est ce que j'ai fait. À chaque cri, à chaque larme, j'ai senti qu'une partie de mon âme se libérait pour toujours. Et puis elle est née. Mais le silence qui a suivi la naissance n'était pas un silence de tendresse, mais de pure terreur. Le bébé, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas humain. Il n'était pas non plus tout à fait un chien. C'était quelque chose d'autre. Petit, couvert d'une fourrure dorée, qui semblait irradier une lumière propre, avec des membres humains, mais des ongles épais et pointus. Son visage avait des traits vaguement enfantins, mais sa mâchoire, à peine ouverte,
laissait apparaître de minuscules crocs. Et ses yeux, ses fichus yeux jaunes, intelligents, conscients. Et puis, elle a ouvert la bouche. Il n'a pas pleuré, il a grogné. « Mère !» a-t-il marmonné, comme un écho de l'enfer. J'ai poussé un cri, et tout est devenu noir. Épilogue. La révélation finale. Je me suis réveillée dans une pièce blanche et impersonnelle. Le bourdonnement des machines m'entourait. Mes poignets sont attachés par des sangles souples mais fermes. À côté de moi, un homme vêtu d'un costume noir impeccable s'est approché. Il avait le visage inexpressif de quelqu'un qui a vu des choses impossibles et qui n'est plus étonné. « Madame Al-Mahdi », dit-il d'un ton clinique, « je suis le docteur Moreau. Je suis le docteur Moreau. J'ai des réponses à vous donner. Je pouvais à peine parler. J'avais la gorge sèche et mon corps me faisait encore souffrir. Que s'est-il passé? Où est mon fils? » L'homme s'assit, croisa les jambes et ouvrit un dossier contenant des documents scellés. Sultan faisait partie d'une expérience biotechnologique top secrète. Commence-t-il, comme s'il s'agissait d'une opération de routine. Une fusion d'ADN humain et canin, un projet abandonné. Quelqu'un l'a libéré et vous avez été choisi, biologiquement compatible. Choisi, répétai-je, l'estomac noué. Ouais, les hybrides comme lui recherchent des femelles humaines fertiles, instinctivement, pour perpétuer leur espèce. Sa grossesse était inévitable. J'ai regardé le lit de camp sur le côté de la pièce. Là, enveloppé dans une couverture blanche, mon fils, cette créature, me regardait en silence. Il ne pleurait pas. Il se contentait de regarder fixement, comme s'il comprenait déjà le monde mieux que moi. « Que vont-ils faire de lui ?» demandai-je, redoutant la réponse. Le docteur Moreau a souri, mais ce n'était pas un sourire humain. Il n'y avait pas de compassion, pas de réconfort, juste de la satisfaction. « Oh, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà un destin très spécial. Vous êtes destiné à diriger quelque chose de bien plus grand que vous ne pourriez jamais l'imaginer. » Avant que je puisse protester, 2 infirmières se sont entrées. J'ai senti une piqûre dans mon bras. Le monde a recommencé à s'évanouir. La dernière chose que j'ai entendue, c'est son hurlement. Pas un cri, un hurlement de créature sauvage, fière, féroce. Et j'ai su, au plus profond de moi, que mon cauchemar ne faisait que commencer. Tout cela était-il réel ou s'agissait-il simplement du délire d'une jeune fille traumatisée? Je ne le saurais jamais. Je me suis réveillée dans mon lit, dans ma maison. Ma mère cuisinait comme d'habitude. Mon père lisait le Coran. Tout semblait normal. « Yasmine, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda ma mère quand elle me vit dans la cuisine. « Tu dors depuis des heures. » J'ai touché mon ventre. Il était plat, comme si rien ne s'était passé. Il n'y avait pas de sultan. Il n'y avait pas de bébé. Mais sur mon oreiller, il y avait un cheveu d'or. Et sur ma porte d'entrée, des empreintes de pattes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions, de peur et d'inexplicable. Si cette histoire vous a séduit, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui aime les histoires qui repoussent les limites de la logique. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune histoire sur notre chaîne. Rendez-vous au prochain épisode, si vous l'osez.